Et pour la 1000e fois, nous sommes en panne de batterie. Yes. J'adore. Mais ça va, il y a un Mexicain gentil qui va nous filer des pinces et on va pouvoir les recharger et repartir sur la route. Ah là là, Willy. Yes. Gracias. Bienvenue au Mexique pour ce 14e épisode de l'America Tour. Ça va bientôt faire 2 semaines que l'on est arrivé au Mexique et le changement d'environnement et de culture se fait vraiment ressentir. Tout est à la one again et il y a plein de choses qui changent dans notre organisation. C'est un tout autre voyage désormais. On a passé la frontière États-Unis-Mexique par la ville de Tecate, bien plus tranquille que Tijuana, où l'on a mis à peine 5 minutes pour passer. Je crois que c'est la frontière la plus simple du monde, franchement. She makes the sound she makes to calm me down. On n'avait pas vraiment préparé d'itinéraire après le passage de la frontière, alors on a fait au plus simple. On ne voulait pas rouler de nuit, car au nord du Mexique, les routes sont assez désastreuses et notre système d'éclairage n'est pas des plus performants. Alors on a regardé sur la carte une ville qui se situait proche de Tecate, où l'on était, et on a roulé une petite heure vers Rosarito, où on a pu trouver un petit spot au bord des falaises et profiter du cadre pour goûter les bonnes spécialités locales. Pendant cette première semaine, on a pu profiter des paysages sauvages de la Baja California, où l'on a pu s'éclater dans les vagues, et le plus ouf, c'est qu'on était vraiment solo dans des spots juste magnifiques. Le rêve de tout surfeur. Quand on te parlait de paradis de la van life aux États-Unis, on peut finalement te dire qu'elle se trouve délibérément au Mexique, aucune règle contraignante pour se poser la nuit. Bon, le prix des campings, juste 5 fois moins cher qu'aux US, joue peut-être sur le fait qu'on peut se permettre un peu plus de confort. On peut désormais louer des campings presque toutes les nuits pour à peine 3 € par personne, et enfin prendre des douches presque tous les jours. Alors en parlant de camping, voilà, on va vous expliquer un peu comment on trouve des spots, puisqu'on a eu pas mal de commentaires de gens qui se demandaient tout ça. Puis même pour les personnes qui souhaitent faire un road trip, que ce soit au Canada, aux US et au Mexique, on va pouvoir vous renseigner là-dessus. Alors nous, on est de la génération Y, alors on utilise principalement notre smartphone. En fait, on a plusieurs applis vraiment pratiques pour trouver des spots, pour trouver des destinations, etc., pour s'orienter. Alors la première, c'est une application qui n'est pas forcément très connue, c'est Park4Night. Elle va vous permettre en fait de trouver des spots que ce soit en nature, en camping, des parkings gratuits, des parkings payants. C'est vrai que depuis le voyage, on a trouvé beaucoup de spots pour la nuit, ou même se poser pour la journée, pour visiter, poser Willy. On en a trouvé vraiment beaucoup sur cette appli, elle est vraiment cool. En fait, c'est des personnes comme nous qui voyagent, qui mettent des points à tel endroit, ouais c'est cool, vous pouvez y aller avec des photos, tout ça. Donc Park4Night, une application vraiment cool. L'autre application qu'on utilise, c'est iOverlander, qui pareil permet de trouver des spots via des personnes. Autre appli qu'on utilise pour trouver des spots pour la nuit, c'est tout simplement Google Maps. Avec la vue satellite, ça nous permet de voir directement les parcs pour les villes. Les parcs, ça marche vraiment bien aux US, c'est principalement ce qu'on faisait. Également, ce qu'on conseille de faire si vraiment vous êtes en déj, que vous trouvez vraiment pas de spot pour poser votre camping-car ou votre van, il suffit d'aller sur un parking de Walmart. Alors Walmart, je sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est une grande surface tout simplement. Alors il y en a beaucoup aux États-Unis, un peu au Mexique, Canada, tout ça, en Amérique en général, et ils acceptent les vannes et les camping-cars, et tu peux choper un peu de wifi, donc c'est tout bénef. Mais après bon, en général c'est pas très calme, dès le matin il y a plein de gens qui viennent faire leurs courses, mais bon, ça peut dépanner en cas de dèche de spot. Après cette petite semaine de surf en Baja California, on a décidé de filer vers le sud du pays en passant par les routes du nord pour contourner le golfe de Californie. Mais aussi parce qu'on devait se rendre à San Luis Rio Colorado pour nos droits d'immigration et le permis d'importation temporaire pour Willy. Est-ce que c'est bien l'immigration ou pas? Il y a papa qui fait les papiers. Ah, attends.
qui fait la soupe. Non. C'est étonnant. Une fois le fardeau administratif effectué, on pouvait enfin reprendre la route. Mais là, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas assez étudié le pays, et on se trouvait devant une zone désertique de plus de 1300 km. On se rendait vraiment pas compte des distances, mais en fait le Mexique est un pays immensément grand. Alors on a décidé de rouler pendant 3 jours de suite pour traverser les états de Sonora et du Sinaloa. On était clairement dans le Far West, du désert, et encore du désert. Des lignes droites longues de plusieurs centaines de kilomètres sablonneuses et poussiéreuses bordées par d'énormes cactus, le dépaysement total. On a roulé non-stop tous les jours afin d'atteindre le checkpoint avant la tombée de la nuit. Mais en camping-car, tu roules pas aussi vite qu'en voiture, alors on mettait plus de 12 heures pour faire 700 km. Et on arrivait au checkpoint tous les soirs de nuit, avec des routes parfois sans ligne, sans optique réfléchissante, éblouies par les voitures qui venaient de face, te faisant perdre totalement tes repères. Ce qu'il faut savoir aussi quand tu es en camping-car, c'est que tu passes la plupart de ton temps à trouver un endroit qu'on appelle dump station. En fait, c'est un endroit où tu vides tes eaux grises, tes eaux noires, tes eaux sales quoi, et où tu peux remplir en eau claire, propre. Tu passes beaucoup de temps à chercher ça, c'est assez difficile à trouver finalement. Aux US, tu peux en trouver dans des stations essence, dans des campings ou dans des parcs en fait. Pour les trouver, en général, on tapait tout simplement dump station sur Google Maps. En général, on trouvait, des fois c'était au petit bonheur la chance, des fois il n'y en avait pas. On faisait 30 minutes, 1 heure de route pour rien trouver sur place. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Pour ce qui est du Mexique, c'est vrai qu'on se galère un peu plus. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend des campings. Parce qu'on peut vider et remplir. C'est vrai que c'est un peu plus galère. Il n'y a pas de station essence par exemple où tu peux faire ça. Il y a beaucoup... Petit oiseau. Il y a beaucoup moins de parcs avec des infrastructures, donc c'est vrai que pour le Mexique c'est un peu plus rock. Et il faut savoir aussi que forcément la culture camping-car est beaucoup moins développée qu'aux US, ici au Mexique, donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est un peu plus galère, mais bon c'est rock, et nous chez Export Project on aime le rock, et franchement c'est cool. Voilà. Bing. Alors en parlant d'internet, comment on fait? C'est pareil, on a eu des questions là-dessus. En général, soit on se pose près d'une grande surface ou d'un n'importe quel bâtiment quelconque qui a de la wifi et on peut la choper gratuitement quoi, les clodos de la wifi. Sinon, nous ce qu'on a c'est des cartes SIM prépayées qu'on achète directement dans les pays. Par exemple aux US, tu en as pour 55 $ et tu as tout illimité. Donc vraiment pratique et ça dure 1 mois. Ça vaut le coup si comme nous tu en as besoin parce que bah forcément on a les vidéos à faire. Moi je suis chez Free et bon Free ça a la répute un peu moyenne quoi, mais ça a bien changé. Et faut savoir que chez Free, ça j'ai l'impression d'être vendeur. Yeah. Chez Free, ouais t'as 25 gigas géo d'internet au Canada, aux US, au Mexique. Par contre par la suite je crois que je vais pas avoir cette option là, mais pour 9 €. Donc si jamais t'es chez Free, bah t'as tout compris. Coucou Ghislaine. On a fait un génocide d'insectes. Je l'ai déjà filmé de près. Après 1500 km. C'était grand temps de le laver le devant lui. Il est bien filmé là. On dirait les rétroviseurs ils sont poils. Oh la vache. Oh la vache, c'est que des insectes. 1500 km dans les pattes aussi le père.
Mais après plus de 28 heures de route, on est enfin arrivé à Mazatlan, première ville du programme de nos 2 prochaines semaines. Mazatlan est une ville assez récente, mais au cœur de celle-ci, tu trouveras le centre historique de la ville avec ses bâtiments coloniaux aux couleurs pastel et doté d'une riche architecture avec sa cathédrale du 19e siècle, avec comme environnement 15 km de plage et les montagnes de la Sierra Madre en fond. Au revoir. Ah bah si je vais au Canada, j'irai chez elle. Ils sont sympas l'équipe des À pied de terre au Québec. On a pu visiter la ville tranquillement, en laissant Willy dans un camping et prendre des taxis pour quelques pesos. Ça fait vraiment du bien de se faire conduire parfois. Et si on te parle du climat, bah ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu avoir ces derniers mois. Un bon 30 degrés la journée et on a même pu surfer en short pour la première fois de notre vie. Bon voilà, j'espère que ce petit montage vous a plu, que les petites astuces qu'on vous a données vous aideront si jamais vous faites un road trip ici. Et puis voilà, hein, t'as un truc à dire de l'été? Et puis bah pour ce qui est de la suite, rendez-vous dimanche prochain 16h et on a des petites pépites en préparation, des choses qu'à mon avis on n'a jamais vues, on n'a jamais fait encore dans notre vie. Donc ça risque d'être assez cool.